challenge ce matin, ça va être le temps. Donc, c'est un melting pot de pas mal de choses. Ce sera filmé, vous pourrez avoir les notes et tout ça. Mais on voulait aborder des points qui nous semblaient vraiment cruciaux pour l'épanouissement du couple. Donc, on y va, c'est parti. Donc, principe généraux, les clés de l'intimité, la communication et la sexualité. En fait, on va principalement parler de ça, voilà, si ça vous va. Dans la communication, il y a aussi les problèmes de communication, les conflits, tout ça. Mais on va développer ces deux points. Alors, principes généraux, il est simple. En fait, la vision du couple, elle est influencée par notre société. Le couple, il change à travers le temps. On n'aurait pas le temps d'expliquer les différents couples qu'il y avait dans l'histoire, mais le couple, il change et il est influencé par notre société. Mais il y a un plan qui marche dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. Et c'est un plan qu'on voit dans la Genèse, dans les évangiles, qui est très simple et qui fonctionne. Jésus, il le dit tout simplement. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Voilà un plan tout simple. Si vous êtes en couple, il vaut mieux avoir quitté papa et maman. Ça aide. Et l'idée, c'est de devenir un. Donc, le principe, il est simple. Quitter, s'attacher et devenir un. Et ça, c'est le plan pour la vie, le jardin à cultiver. Devenir un. Et je vais laisser ma femme. Oui, donc tout est résumé en Genèse 2:24. L'idée, c'est vraiment que notre relation, la relation la plus importante sur Terre, c'est notre relation avec notre conjoint et que rien ne doit passer avant. Il est vrai que beaucoup de couples souffrent du fait qu'on mette le travail, les enfants, d'autres choses, d'autres personnes avant le couple et ça met le couple en péril. Donc le couple, c'est vraiment la priorité, c'est la volonté de Dieu, vraiment, qu'on mette le couple en priorité. Et je suis d'accord. Alors, on va voir maintenant une sorte de résumé des phases de la vie de couple. Parce que dans la salle, certains, vous êtes en couple depuis 30 ans, peut-être plus. D'autres, peut-être juste quelques années. D'autres, vous venez de vous marier. D'autres, vous espérez vous marier. D'autres, vous êtes un couple potentiel, etc. D'autres, voilà, c'est l'espoir. Mais on a différentes phases dans la vie de couple. Un livre qui a été écrit par Jacques Poujol, tout à l'heure on mettra quelques livres si vous voulez approfondir, un livre super développé par Jacques Poujol, parle de 10 clés du mariage et développe cette idée des phases de la vie de couple. Donc là c'est assez simple, vous avez le temps, c'est le nombre d'années de mariage, et on espère la qualité de la relation qui progresse. Ok, ça c'est le but. Et donc voilà, voici les phases. La première, c'est ce qu'on appelle la phase fusionnelle. La semaine dernière, j'ai écrit un petit mot à Laetitia Descôtes qui s'est mariée au mois d'août pour lui demander des trucs en nutrition, tout ça. Et j'ai dit, alors ça va comment ton mariage? Elle m'a répondu, on est encore gaga. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la phase fusionnelle. En fait, il y a des hormones qui font qu'on est un peu gaga pendant 2-3 ans, on est youhou. Si vous commencez une vie de couple, vous êtes tatin. Je ne peux pas vous parler d'autre chose. Donc ça dure 2-3 ans, mais ça a une fin, cette phase fusionnelle, et ça se transforme en autre chose qu'on va appeler la phase de territoire, la phase des territoires. Et là, c'est une phase importante où on a besoin de s'organiser. Il faut faire attention à ne pas développer une relation où il y en a un qui domine. Et puis, peut-être le point le plus important, c'est ce qu'on va appeler la mise en place de la coopération dans le couple. Et on va développer ça tout à l'heure. Mais c'est une phase où tout se met en place et ensuite, soit ça va vraiment continuer à marcher, soit on aura des problèmes. Ensuite, la troisième phase, qu'on va appeler la phase de croisière, 8-25 ans à peu près, c'est la phase où on est beaucoup dans cette phase-là, c'est la phase où on a les enfants, on a la carrière, on a plein de trucs qui se passent, et on peut facilement négliger le couple.
pendant cette phase, parce qu'on s'occupe de tellement de choses, on a tellement de trucs à gérer, à régler, etc. Et pourtant, c'est une phase où on a besoin de communiquer encore plus, de prendre encore plus de temps de communication dans le couple. Et c'est une phase où on a besoin de créer des bons souvenirs avec son conjoint. Et bien sûr, on va créer des bons souvenirs avec les enfants, avec la famille et tout, mais l'important, c'est de créer des bons souvenirs avec le conjoint, parce que quand les choses vont pas très bien, on se rappelle, ah ben je passe quand même des bons moments avec ma femme, avec mon mari. Créer ces bons souvenirs, c'est important. Et c'est une période où on peut facilement négliger ça. Et puis la quatrième phase, on va appeler la phase de la maturité. Là, on commence à être vieux. On a plus de 25 ans de mariage. Ma femme et moi, on a 25 ans de mariage cette année. On commence à sortir de la phase de croisière et on est petit à petit rentré dans cette phase de maturité, on espère. Les enfants sont partis, bon, pas chez nous. Mais c'est une phase après où quand les enfants commencent à être autonomes, à partir, on a besoin d'être rassurés. Et en fait, on récolte les fruits de ce qu'on a construit pendant les 25 premières années. Donc si on a bien construit les premières phases, ça va bien se passer, la phase de la maturité. Par contre, si on a raté ces étapes avant, quand les enfants sont partis, surtout si on a construit le projet de famille juste pour les enfants, il y aura un moment difficile. Alors ce qui se passe entre chacune de ces phases, c'est qu'il y a une crise. À la fin de la phase fusionnelle, il y a une crise. Et c'est souvent là que les couples se séparent, parce que bon, les hormones c'est fini, maintenant on rentre et on ressent des choses et on se demande si on s'aime toujours. Toi, tu voulais parler de ça un petit peu ? Oui, donc il faut sortir. Bon, par exemple, pour la phase fusionnelle finit par une crise. Et moi, je me souviens à l'époque de m'être demandé si j'étais toujours amoureuse de mon mari. Parce que, en fait, ce qui se passe, oui, parce que, en fait, ce qu'on entend dans les chansons, vous voyez, c'est que on entend que c'est l'amour passionnel, l'amour. Mais ces chansons-là, elles parlent notamment de l'amour fusionnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on peut se dire, mais c'est pas vraiment ce que je vis. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces papillons, il y a une expression en allemand qui dit d'avoir des papillons dans le ventre, mais les papillons dans le ventre, ils restent pas, comme disait Thierry, ça dure une période et après on passe à autre chose, une période plus mûre, on va dire. Et donc ça passe par une crise à chaque étape. Et par rapport à la période fusionnelle, en fait, on est déçu parce qu'on se dit que l'autre ne peut pas tout nous donner. On aurait espéré que l'autre nous guérisse totalement de nos blessures du passé, d'un tas de choses, et puis finalement on se rend compte que non. Mais elle est importante, cette étape, on doit la passer, la surpasser, et voilà, pour se construire et construire notre personnalité chacun. Et il y a beaucoup de couples qui se séparent à cette étape. Et il y a d'autres étapes aussi, mais c'est une des étapes où les couples peuvent se séparer. Voilà. Vous ne séparez pas. Ensuite, il y a la crise au bout de 7 ans, la fameuse, parce qu'en fait, on n'a pas bien mis en place peut-être cette étape cette phase de coopération, etc. Mais moi, je me souviens, c'était dans les années 2000, je remettais tout en question. Mon travail, ma femme, il y avait une crise un peu existentielle. On est tenté par d'autres choses, etc. Et j'ai vécu cette crise dès 7 ans, personnellement. Et puis, il y a la crise à la fin de la phase de la croisière qui est rajoutée avec la crise de la quarantaine. Donc ça, c'est un moment où on voit aussi les couples se séparer, parce qu'ils arrivent à cette fin de phase de croisière et ils ont leur crise de la quarantaine. Et c'est une étape importante à gérer, où peut-être on a besoin d'aide. Et je pense que beaucoup de problèmes de couple peuvent être résolus juste en demandant de l'aide. Pas forcément, alors bien sûr à des professionnels, à des thérapeutes professionnels, mais juste peut-être à des amis, des couples qui fonctionnent bien, juste en parler, l'ouverture. Et on va voir que ça, c'est la principale difficulté des couples, c'est cette ouverture, cette humilité pour régler les choses, pour demander de l'aide quand on a du mal à s'en sortir. Et quand je pense à ces différentes crises, je sais ce qui a fait la différence pour moi, c'est d'avoir eu des amis avec qui je pouvais en parler et qui m'ont aidé à ces moments-là, de comprendre et de voir un peu comment je pouvais surmonter ces crises-là. Et puis la dernière crise, c'est pas une crise, c'est la mort, c'est la fin. Donc chaque phase se termine par soit une crise, soit la mort.
Mais le couple a une fin. Et donc, on a commencé par dire notre partenaire, notre couple, c'est la chose la plus importante sur Terre. C'est vrai, après Dieu, parce que notre couple aura une fin. Et on a besoin de voir aussi qu'il y a des choses encore plus importantes que le couple, mais ça c'est un autre sujet qu'on abordera un autre jour. Donc le but dans tout ça, c'est quoi? C'est la qualité de la relation. On espère, au travers de toutes ces phases, progresser dans la qualité de notre relation et être épanoui dans notre vie de couple. Et on va passer à un autre schéma. C'est un schéma très intéressant qui a été fait par un psychologue qui s'appelle Robert Sternberg et qui parle de 3 aspects cruciaux pour l'épanouissement du couple. Et un peu 3 piliers, 3 fondements, 3 choses essentielles. Et il parle de l'intimité, l'intimité émotionnelle, l'amitié, la connaissance de l'autre, l'engagement, et puis la passion. Voilà. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que s'il n'y a que l'intimité et l'engagement, mais pas la passion, le couple, l'amour ne sera pas accompli, ce ne sera pas top, quoi. Pareil, s'il n'y a que l'intimité et la passion, mais il n'y a pas l'engagement, c'est souvent ça dans les couples fusionnels qui ne veulent pas finalement s'engager, se marier, tout ça. Il y a l'intimité et la passion, mais il n'y aura pas tous les fondements pour réussir son couple. Donc on va développer un petit peu ça. Et ce qui est frappant, quand moi j'ai vu un peu ce diagramme, c'est que on voit exactement la même chose dans la Bible, en fait. Quand on parle d'amour dans la Bible, le mot amour, il est développé, on le voit en termes grecs sous 3 mots. Donc il y a philéo, qui est l'amour-amitié, il y a agapé, qui est l'engagement, et puis éros, qui est l'amour érotique, sensuel. Et on voit des passages, on ne va pas les lire maintenant, mais fabuleux, qui traitent de ces sujets-là, que pour avoir une vraie intimité, un couple qui fonctionne, on a besoin de ces 3 choses-là. Et notamment, si vous avez peur de lire la Bible et vous préférez des livres érotiques, lisez le Cantique des Cantiques dans la Bible, et vous allez voir qu'il y a un livre érotique, sensuel, dans la Bible, parce que Dieu, il a créé le mariage, il a créé la sexualité, et il veut qu'on s'épanouisse vraiment dans la sexualité. Voilà, je vais laisser Isabelle parler. J'ai juste parlé du terme philéo et du terme agapé. Alors, philéo, c'est l'amour d'une relation de communication, d'amitié, d'affection, d'attachement. Et philéo doit faire vraiment partie du couple. C'est pas juste pour les amis, les copains. Ça fait partie aussi du couple. Philéo, c'est le fait d'apprécier d'être ensemble, c'est partager nos sentiments, et des choses intimes qu'on ne partagerait pas forcément avec tout le monde. Le philéo est nécessaire si on veut du héros, c'est juste une parenthèse, pour les hommes peut-être. Parce que si je ne ressens pas de philéo avec Thierry, le héros va être un peu difficile. Il peut se faire, mais il sera un peu vide de passion, nous allons dire. Voilà, je ferme ma parenthèse. Agapé, alors agapé, c'est l'amour désintéressé. Et ça, c'est de cet amour dont Dieu aime l'humanité. C'est la capacité de donner sans rien attendre en retour. Philéo, il donne, mais il attend un peu en retour. Vous voyez, il y a une réciprocité. Dans agapé, il n'y a pas forcément de réciprocité. Et ça, c'est très beau dans les couples, notamment dans les couples qui vont un peu à la dérive. Alors ça, c'est vraiment le truc à faire. C'est d'aimer d'un amour agapé. Mais ça peut aussi améliorer un couple, un mariage. Pas besoin d'attendre qu'il y a la dérive pour s'aimer de façon agapée. Et cet amour s'exerce à partir d'un choix délibéré de notre volonté. Donc en fait, c'est pas un amour où on suit nos émotions, c'est vraiment un amour basé sur les actes, où on cherche vraiment à agir au mieux pour l'être aimé. Donc il faut vraiment faire abstraction de tout ce qu'on peut ressentir peut-être de négatif et aller vraiment au-delà. Ça nous demande vraiment d'imiter Dieu. C'est pour ça que Dieu dans notre vie, ça aide. Je me souviens d'un soir où Thierry voulait faire l'amour et puis moi, j'étais pas tout à fait disposée, on va dire, peut-être un peu bloquée, je me souviens plus très bien des détails. Et je m'attendais à manger de la soupe à la grimace le lendemain.
Vous avez compris ce que je veux dire? Non. Thierry allait forcément être un peu frustré, me faire ressentir, machin. Bon, ok. Et puis, eh ben, à ma très très grande surprise, Thierry m'a offert un bouquet de fleurs. Alors là, je m'en souviendrai jusqu'à la mort. Je me suis vraiment sentie aimée de l'amour agapé, vraiment cet amour inconditionnel, parce que là, il n'a vraiment pas suivi ses émotions, c'est sûr. S'il avait suivi ses émotions, il n'aurait pas été capable de faire ça. Il a vraiment suivi l'amour agapé. Je me suis sentie vraiment aimée de façon inconditionnelle. Et voilà, parce qu'il n'a pas du tout pensé à lui, mais d'abord à moi. Et c'était vraiment très concret, avec des actes. Voilà, merci. Faut que je lui offre des fleurs pour ce... Ah non Ah, il est rose après, je crois. Non, on en parlera tout à l'heure. Donc, ça c'est essentiel, ces trois aspects-là. Et dans les couples, on a forcément besoin de travailler un des aspects. Il y a toujours un aspect qui est un petit peu faible, voire carrément. Voilà, tout au long, c'est un jardin cultivé, tout au long de notre vie de couple, on aura besoin de travailler un de ces aspects-là du couple. Soit l'intimité, soit la passion, soit l'engagement. C'est-à-dire l'engagement, l'amour inconditionnel qu'Isabelle a développé tout à l'heure. Alors, ce qui était très intéressant, il y a 2-3 ans, on a fait un sondage dans toutes nos églises d'Europe sur le couple. On avait fait une grosse session sur la sexualité, etc. Et on a fait un sondage anonyme sur l'état de nos couples dans nos églises. Donc c'était très intéressant de faire ce sondage et ensuite de voir les résultats. Il y avait des choses encourageantes, des choses plutôt à travailler. Mais voilà les résultats. Donc en 2017, dans nos églises en Europe, comment va nos mariages, votre mariage en général. Donc on demandait d'abord en général comment ça va, et on est arrivé à une moyenne de 7,7 sur 10, donc c'était pas mal. Et après on a développé dans ces trois aspects-là, l'engagement, etc. Et voilà les notes que ça donnait. Donc ça c'est dans nos églises, c'est voilà, les chrétiens on va dire. Au niveau de l'engagement, comment va votre mariage? On a une moyenne de 9,3 sur 10. Et en gros, ça faisait que les gens se sentaient vraiment engagés pour la vie, à vraiment aimer son conjoint. Il y a une véritable fidélité, un véritable engagement, en tout cas, ce qui sortait. On a demandé aux hommes et aux femmes anonymes, et ils ont répondu un peu la même chose. Donc, parce que peut-être la femme va dire ça, et puis l'homme, non. Ensuite, au niveau de la vulnérabilité, donc, ce que je veux dire par l'intimité, la philéo, l'ouverture, la transparence, cet état de relation, on a eu 7,7 sur 10. Et puis au niveau de la sexualité, la sensualité, on est arrivé à 6,5 sur 10. Donc il y a un petit peu de boulot à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on va en parler. Mais ce qui était, on va dire, intéressant aussi, c'est quand on développait l'aspect de la sexualité, on avait 37% qui donnaient entre 8 et 10 sur la sexualité. On avait 33% qui donnaient entre 6 et 7. Ça joue, ouais. J'ai mis des phrases comme ça. Et puis, on avait 30% qui donnaient entre 1 et 5. Donc, quand même, ça veut dire 30 couples sur 100 dans nos églises ont besoin de rallumer la flamme, quoi. Ont besoin de travailler à ce niveau-là. Et puis, donc, moyenne générale du couple, 7,7 sur 10. Donc ça, c'est juste pour vous dire, il y a du boulot, mais c'est possible, on peut travailler sur tous ces aspects-là du couple. Donc maintenant, on va parler un petit peu de l'intimité, les clés de l'intimité, la communication. Voilà, ça c'est la base, approfondir notre niveau de communication dans le couple. Donc on va développer ça un petit peu maintenant. Et voilà le problème de la communication. C'est que l'homme, il pense vraiment pas comme la femme. Ok, on a des cerveaux différents.
et c'est prouvé scientifiquement. Et voilà une petite illustration, une petite vidéo. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. J'ai trouvé que ce présentateur, c'était assez humoristique, mais il disait des choses très vraies. Donc allons-y pour cette petite vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. I want to start with men's brains. All right, now men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you. We've got a box for the kids. We've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is, the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Sorry, my Catholic upbringing got in there for a minute, but I'm not a Catholic, but I went to Catholic school when I was little. I had a nun who taught on hell like she was born and raised there. I mean, I'll never forget it, but it did me good, actually. It was a good thing. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. It's like the internet superhighway. And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. It's true. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing.
Ok, on peut continuer. Alors, si vous pouvez voir la suite, vous tapez le nom du gars, Mark Gungor. Il fait plein de vidéos comme ça sur le couple, etc. Il dit des trucs assez pertinents et puis avec beaucoup d'humour. Donc il continue après. Voilà le problème de la communication. C'est qu'on n'a pas les mêmes cerveaux, donc on communique difficilement. C'est pas facile de se comprendre parce qu'on est câblé différemment. Je vais laisser Isabelle expliquer comment elle est câblée. C'est trop compliqué. Je me souviens de notre prof de psycho nous avait dit il n'y a pas plus différent que l'homme et la femme. Je me suis dit ah ok, je comprends maintenant. En fait ça m'a rassurée et j'avoue que j'aurais bien aimé savoir ça quand je me suis mariée. J'ai appris sur le tas, comme beaucoup d'entre vous je suppose. Et je crois qu'on a besoin de bien se préparer à se marier, quand on va se marier, de bien préparer les couples. Parce que je pense que beaucoup de conflits, de souffrances peuvent être évités si on comprend mieux la psychologie de l'homme et vice-versa. Par exemple, la manière de gérer le stress chez l'homme et la femme est très différente. En ce qui me concerne, j'ai besoin de parler, de me sentir comprise. Et puis Thierry, il a besoin de se détendre en regardant un film, en allant jouer au tennis. Et je ne dois pas prendre ça personnellement, c'est pas contre moi, c'est juste que il a besoin de ça pour se déconnecter. Et moi j'ai besoin de me connecter pour me détendre. Voilà. Voilà. Donc il faut comprendre de quoi l'autre a besoin. Dans la communication, bien sûr, ça va engendrer des conflits. Vous en avez eu dans votre mariage? Non? Ah bah non, c'est juste nous alors. Il va y avoir ce qu'on appelle le conflit. Maintenant, on va prendre un petit temps pour juste parler du conflit, parce que la notion du conflit, c'est important de la comprendre pour on va dire, progresser en intimité dans le couple. Le conflit, c'est quoi? Une belle image, c'est comparer le conflit à l'essence d'une voiture. Donc, si vous avez une voiture, si vous voulez qu'elle roule, vous allez mettre de l'essence dedans. Si vous ne mettez pas d'essence, elle ne va pas rouler. Donc, l'essence, c'est de l'énergie. Et donc ça va faire avancer votre voiture, si vous avez une belle bagnole comme ça, vous serez content. Mais si vous mettez une allumette dans le réservoir d'essence, ça va faire exploser la voiture. Donc le conflit, c'est l'essence, tout simplement, c'est de l'énergie. C'est pas l'explosion, c'est une énergie qui va soit nous faire avancer, soit nous faire exploser. Et le but, bien sûr, c'est de ne pas exploser, mais d'avancer, de faire avancer le couple. Donc, en soi, qu'est-ce que c'est le conflit? C'est tout simple, c'est le constat d'un désaccord. On n'est pas d'accord sur un truc. Les enfants, l'argent, n'importe quoi, on verra tout à l'heure. C'est juste un constat, c'est pas un péché, c'est pas un problème. Voilà, c'est juste un constat. Est-ce que c'est vraiment un problème? Normalement, non. Parce que, voilà, on a été conçu différemment, on a une éducation différente, il y aura des désaccords, c'est pas un problème, le conflit, il va être moteur de maturité. Bien géré, le conflit va nous faire mûrir, nous faire grandir, nous transformer. Alors, dans un conflit, il y a toujours la partie émergée de l'iceberg et puis immergée. Donc, il y a la chose qu'on voit, on va appeler le symptôme, c'est ce que tu vois du conflit, le conflit externe. Voilà, un problème pour gérer cet argent-là, c'est le truc externe, ok. Ou éducation d'enfant, n'importe quel conflit, c'est ce qui est externe. Et puis, il y a ce qu'on va appeler la cause, ce que tu ne vois pas, le conflit intérieur, ce qui est sous l'eau, je ne vois pas ce qu'il y a en dessous. Et dans tous ces conflits, il y a toujours ces deux parties-là. Et donc, qu'est-ce que ça va faire quand il y a deux personnes en conflit? Eh ben, il y a deux icebergs qui se rencontrent. Et il y aura une partie extérieure, une partie inférieure. Mais la grande question qu'on doit se poser, si on veut mûrir dans le couple, elle est toute simple. La grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis juste intéressé à régler la partie extérieure? Ou est-ce que je veux comprendre plus profondément mon conjoint, ce qui se passe réellement au fond, et est-ce qu'on doit aussi apprendre
de soi-même. Donc ça, c'est vraiment la question qu'on doit se poser. Bien gérer le conflit va être un moyen pour mieux se connaître. Connaître ce qu'il y a dans l'intimité de la personne, de notre conjoint. Oui. Donc ce qui est sous-jacent dans un conflit, donc le côté immergé de l'iceberg, c'est l'éducation qu'on a reçue et ce qu'on a vécu dans l'enfance. Parfois, Thierry me dit des choses et je peux mettre sur ma défensive comme s'il avait attaqué mon être. Attaquer l'être, c'est quand on dit à quelqu'un, et je vous rassure, Thierry ne m'a jamais dit ça, il ne me le dira jamais, je suis sûre. C'est dire par exemple, tu es nul. Là, on attaque vraiment l'être. Ou tu es comme ci, tu es comme ça. On attaque l'être. Et si je sens qu'il dit quelque chose qui s'apparente à ça, ou je me sens attaquée dans mon être, peut-être ça me fait penser que ouais, je suis peut-être un peu nulle, je suis peut-être pas à la hauteur. Et comme je manque de confiance en moi-même et que mon image de moi-même n'est pas tout à fait bonne, eh ben je me mets sur ma défensive. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce qu'il a dit n'était pas méchant ni mauvais au départ, mais c'est moi qui interprète ça comme ça parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été tout à fait bien construit en moi par rapport à mon enfance. On n'est pas là pour parler de mon enfance, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Ouais, donc quand il y a un conflit, il faut prendre un peu de recul, c'est pas facile, mais se dire qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment. Une question comme mon amour, qu'est-ce qui fait que tu es en colère en ce moment? Et raconte-moi les faits, etc. Et c'est pas évident parce que nous-mêmes on est dedans et mais une fois qu'on comprend que voilà, la notion du conflit, ça va me permettre d'être plus proche, plus profond, plus intime dans ma relation de conjoint, peut-être j'arrive à prendre ce recul. Et si j'arrive pas, si on est vraiment en conflit, il y a un truc tout simple à faire, c'est pas se parler pendant une demi-heure ou une heure. Parce que les cerveaux limbiques, ils sont tellement chauds, on n'est plus du tout dans le cortex. Et puis donc, il faut prendre du recul, peut-être passer une heure, peut-être revenir le lendemain pour en parler calmement. En tout cas, soit on y arrive, super, soit prendre un peu de recul, mais posons-nous la question quand on est en conflit, c'est qu'est-ce qui est immergé, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Parfois, c'est l'éducation, la manière de penser l'argent, parce que voilà, mes parents, ils vivaient ça comme ça. L'autorité, j'ai eu des parents très autoritaires, toi, pas du tout. Donc, il y a tout ça qui ressurgit dans notre vie de couple. Donc, la question, pourquoi on évite le conflit? Parce que alors ça, on le voit partout. Dans toutes les relations, et bien sûr dans les couples, on évite les conflits. Moi, j'ai connu un couple, vous n'avez jamais de conflit. Jamais. Chaque fois je posais la question, ça va? Ouais, vous avez des conflits? Non, tout va bien. Ah bon? Pendant plusieurs années, ah ouais. Puis un jour j'ai appris, par un coup de fil, ah il m'a quitté, il est parti. Pour quelqu'un d'autre. Mais ils n'avaient jamais de conflit. En fait, ils les étouffaient, c'est tout, ils les évitaient, ils n'en parlaient pas, c'était... Voilà. Alors c'est très simple, mais très dur à comprendre, à accepter. Pourquoi Kierkegaard, là il a dit une chose toute simple, les hommes et les femmes préfèrent naturellement la mort à la vérité sur eux-mêmes. Et on préfère mourir plutôt que d'accepter une vérité sur nous-mêmes. Plutôt j'arrête la relation qu'ils me disent quelque chose qui ne va pas chez moi. Dans la Bible, on a quelque chose de similaire. Jésus, voilà, Jean il parle de Jésus, il dit la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Voilà, il y a une part de ténèbres en nous, il y a une part de choses au fond de nous qu'on a envie de laisser bien enfouies dans les ténèbres, qu'on n'a pas envie de mettre à la lumière. On n'a pas envie de sortir parce que ça fait mal. Et donc, pour beaucoup de couples, finalement, ça s'arrête parce qu'on n'arrive pas à franchir cette étape de juste avoir confiance, ça ira mieux une fois que ce sera mis à la lumière. Tu vas changer. Si ma femme, au bout de 2 ans, elle avait dit « bon, c'est bon, je suis plus amoureuse, je me casse », on ne serait pas là aujourd'hui, quoi, et on aurait une vie bien pitoyable. Donc il faut accepter cette part de ténèbres en nous, et puis être prêt ensuite à la mettre à la lumière, à la mettre au jour. Bon, alors pour les causes, on va vite faire les causes de conflit, on ne va pas développer tout ça, mais les causes des conflits, ce qu'on voit dans les cabinets de conseils conjugaux, bien sûr les enfants, l'argent, le pouvoir qu'ils donnent, la vie sexuelle, les loisirs, la vie sociale, les tâches ménagères, même quand les deux travaillent, la femme fait plus dans le domaine domestique, messieurs, la
famille d'origine, culture, bien sûr, ça engendre du conflit. Et puis les causes cachées, blessures de l'enfance, abus, mauvaise estime de soi, manque d'amour, domination. Mais donc, pour toutes ces causes, en fait, ça c'est les causes, partie extérieure. Mais il faut vouloir en parler en profondeur. Le besoin du couple, c'est de parler en profondeur de chacun de ces sujets. Il n'y a pas de sujet tabou dans le couple. Donc à être prêt à dire, ok, parlons de comment on voit l'argent tous les deux, parlons de comment on va notre vie sexuelle à tous les deux, parlons-en, il n'y a pas de sujet tabou. Alors, vous êtes prêts pour un autre diagramme? Oui. Alors, celui-là, on va le faire assez vite. Communication et qualité de la relation. Si tu veux aller vite, va seul, mais si tu veux aller loin, va avec les autres, va avec ta femme. Donc c'est un diagramme, voilà. Ici, vous avez l'épanouissement dans ce que vous êtes en train d'accomplir dans le couple, donc soit les réalisations, projet d'avoir des enfants, etc., l'épanouissement personnel, et en dessous, vous avez la qualité de la relation, de votre relation de couple. Donc on va dire mauvaise qualité, ok, et puis super. Donc ça, c'est ce qu'on veut, une qualité super dans le couple. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des peurs dans le couple. On a ces conflits. Donc, quand on a peur de parler de sexualité, par exemple, on n'en parle pas. On évite le sujet. Voilà, on évite parce qu'on a peur. On sait que ça va créer quelque chose et on a peur du résultat. Bon, qu'est-ce que ça fait? C'est que la qualité de notre relation sera toujours mauvaise et puis qu'on n'accomplit pas grand-chose, notre vie sexuelle sera pas super. Ouais, je peux prendre d'autres choses. Hein. Donc l'évitement, 70% des conflits sont gérés par l'évitement. C'est pas super. Ça ne va pas nous faire réussir notre vie de couple, l'évitement. Alors il y a un autre moyen, c'est la domination. Ok, femme, la Bible dit, je sais pas quoi, soumettez-vous, non. Enfin, c'est horrible, quoi. Et on peut si facilement dominer dans le couple, l'homme ou la femme. Je ne voulais pas dire un truc là-dessus. Plus tard. Ok, donc la domination, ça marche pas non plus. Alors il y a l'autre truc, c'est ce qu'on va appeler l'indépendance. Chacun fait son truc. Voilà, l'argent, tu ouvres ton compte à toi, moi j'ai mon compte, chacun gagne son salaire, le met sur son compte et chacun fait son truc. Et puis peut-être on va ouvrir un compte pour payer le loyer ensemble, mais sinon on est indépendant, d'accord? Bon, c'est ok, mais c'est pas top. Surtout quand vous devez décider qui paye pour les vacances. Ok. Alors, ensuite, on a ce qu'on appelle le compromis, c'est-à-dire on va faire des concessions. On a des peurs et tout ça, mais on va faire des concessions. Donc par exemple, on veut partir en vacances, le mari veut aller à la montagne, faire des randos et tout, et la femme veut aller à la mer, à la plage. Je dis pas quel couple c'est dans la salle. Non. Il rigole. Eh ben, on va choisir d'aller en Corse. Et voilà, bon compromis à la mer et la montagne. Donc c'est ce qu'on va appeler le compromis, c'est pas mal. Mais c'est pas le top absolu. Ce qu'on va appeler le top absolu, on va appeler ça la coopération. C'est-à-dire là, à ce stade, c'est plus que on va devoir faire des concessions, on n'est plus en train de gérer nos peurs. En fait, tout ce qui compte, c'est on s'en fiche de la mer et de la montagne. Moi, tout ce que je veux, c'est être avec toi. Et ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble. Et peut-être on va partir en Suède. Ou je sais pas où. En vacances. Mais le but du couple, c'est de toujours être un petit peu à ce niveau-là, dans le compromis et la coopération. De travailler pour chasser toute forme de domination, d'évitement et d'indépendance, mais travailler dans tous ces aspects à ce niveau-là. Et donc, pour la coopération, les clés de la coopération sont assez simples, il y en a deux. C'est que, d'abord, on est égaux, il n'y a plus de domination, il n'y a pas moi je suis le mari, je décide ce qu'on va faire. Et puis, on a besoin de temps de communication et de transparence, d'exprimer nos rêves, nos souhaits, nos désirs, etc., etc. Et là, tu voulais dire quelque chose.
Ok, donc j'avance. Donc la coopération, c'est vraiment un signe de maturité, on va dire psychologique et spirituelle. En fait, on relâche complètement, quoi. On n'est plus en train de vouloir défendre son beefsteak. On a envie que l'autre s'épanouisse et que les deux s'épanouissent. Et donc c'est pas toujours facile, mais c'est le but. Donc communication et transparence dans le couple, puisque c'est ce dont on a besoin. On va lire 3 passages. En Éphésiens, on lit « Mais en disant la vérité dans l'amour, on grandira en tout point de vue. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler. » Et puis ce passage qui dit « Mais si on marche dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. » Donc 3 passages en fait qui parlent d'écouter et de mettre les choses à la lumière. Voilà. Et ce qui est intéressant, il y a un psychologue aussi, on va parler de dialogue transcendant, qui veut dire la parole de l'autre produit en moi de la réflexion. Et il y a ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. Qui a déjà entendu parler de la fenêtre de Johari? Donc c'est assez intéressant ce truc parce que ça rejoint ces passages-là. Donc la fenêtre de Johari, c'est assez simple. Vous avez ce qu'on appelle la zone dévoilée, c'est ce que moi je connais et ma femme connaît de moi. Voilà, voilà les aspects qu'on connaît. Ensuite, il y a la zone qu'on va appeler la zone cachée. Moi je sais, c'est mon jardin secret, mais ma femme ne connaît pas ça. Il y a ensuite ce qu'on appelle la zone aveugle, c'est ce que ma femme voit chez moi, mais moi je ne le vois pas. Ok. Et puis il y a la zone inconnue, personne ne la connaît, c'est le subconscient, on ne va pas trop parler de ça aujourd'hui. Et donc quel est le but en fait pour s'épanouir? C'est assez simple, c'est de diminuer la zone aveugle et la zone cachée. Donc pour diminuer la zone aveugle, on a besoin de quoi? Moi, il y a des trucs qui ne vont pas chez moi, donc j'ai besoin d'écouter ma femme. Jésus il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Il nous a donné des oreilles, c'est pour entendre ce que l'autre a à nous dire. Et donc, moi j'ai besoin de faire l'effort de vraiment écouter ma femme pour diminuer cette zone aveugle. Et puis la zone cachée, j'ai besoin de m'ouvrir, d'être transparent, de dire voilà ce qui ne va pas dans ma vie, voilà mes peurs, voilà mes luttes, voilà mes difficultés, et de m'ouvrir. Et quand on fait ces 2 choses-là, ce qui se passe, voilà, la zone dévoilée se développe, les 2 autres diminuent, et on s'épanouit dans le couple, quand les 2 font ces choses-là. Et la clé, c'est tout simple, c'est l'humilité. Parce que ça demande de l'humilité pour vraiment entendre ce que l'autre a à dire, et de l'humilité pour s'ouvrir. Oui, la fenêtre de Johari, c'est une fenêtre qui s'applique en fait à toutes les relations. Voilà, mais déjà dans le couple évidemment. Alors, bon, je vais plus m'attacher à la zone aveugle. Donc déjà, il faut qu'on accepte d'avoir un angle aveugle. Et on a du mal en fait, parce qu'on croit se connaître, et on laisse paraître des choses dont on n'est pas forcément conscient. Et des fois, on a du mal à entendre « Ah bon, je suis comme ça ?» C'est pas évident, ça demande de l'humilité, comme tu l'as dit. Et comment arriver à être conscient de cette zone aveugle et à comprendre qui on est, enfin, voilà. C'est par le dialogue transcendant. Alors, le dialogue transcendant, c'est un terme de psychologie, c'est quand la parole de l'autre produit en moi de la réflexion. Excuse-moi. La parole de l'autre doit pouvoir me toucher. Si l'un des deux se plaint et que l'autre n'entend pas, c'est un problème qui fait qu'on s'éloigne l'un de l'autre et qui peut aboutir à la séparation. Voilà, donc il faut écouter vraiment avoir ce dialogue transcendant. Il faut s'appuyer sur l'autre pour nous alerter chaque fois que le lien est en danger. Quand le lien est en danger, ça veut dire qu'on n'est plus vraiment dans le dialogue transcendant, il faut le mettre en place. Parce qu'on a dans la vie toutes les raisons de se perdre de vue. Le travail, les enfants, et vous voyez ce que je veux dire, on peut vite s'éloigner, et voilà. Et quand l'autre nous dit quelque chose, et que c'est quelque chose qui revient, vous savez, j'ai remarqué ça, et puis c'est des choses que le conjoint nous a déjà dites plusieurs fois, là il faut vraiment écouter, parce que c'est le lien qui est vraiment en danger en fait.
Si on n'est pas à l'écoute, c'est là où vraiment on se perd de vue et le lien est vraiment en danger, donc évidemment. Donc ce type de communication, donc le dialogue transcendant permet au lien de traverser le temps en étant de bonne qualité. Voilà. Donc, c'est du temps de discussion. Et là c'est vraiment le challenge. Donc, la mauvaise communication vite fait, hein, les menaces, la culpabilisation, les injonctions, tu devrais être comme ça marche pas. On pourrait passer 1 heure à parler de plein d'exemples de ça. Voilà, ça ne marche pas. Ça détruit le lien. Bref. Le tu accusateur et le je constructeur. Par exemple, je peux dire, hey, t'es stressé là, hein? Bon. Bah ouais. Et je suis encore plus malin. Ou alors, comment est-ce que je peux t'aider? Parce que je sens que t'es un petit peu tendu. Qu'est-ce que je peux faire? On dit la même chose, mais on utilise le je et pas le tu qui accuse. Rappelez-vous de ça, le tu qui tue. Voilà. 3 conditions pour que la communication marche. Il faut vouloir communiquer, la clairvoyance et la confiance. Les hommes, faites des efforts. Les hommes, souvent, je peux communiquer, je vais aller jouer au tennis. Vouloir communiquer, dire je vais faire l'effort, je vais venir à 18h30 en bas dans la cuisine, on va discuter ensemble, raconte-moi ta journée, etc. La clairvoyance, c'est quand j'écoute, je ne pense pas à moi. Je ne suis pas en train de penser à moi, mes problèmes et tout ramener à moi. C'est je me décentre de moi-même. Je sors un peu, maintenant je suis là pour vraiment t'écouter. Et puis la confiance, c'est que j'abandonne mon système d'autodéfense. Je ne suis pas là pour défendre mon beefsteak, mais j'ai confiance qu'on va résoudre ce conflit parce que je t'écoute et on va trouver la solution. Oui, donc par rapport à la communication, donc, comme vous l'avez certainement remarqué, les femmes ont besoin de parler. Et les maris, si vous vous demandez comment aimer votre femme, ben, c'est pas compliqué, c'est juste en l'écoutant. Et en l'écoutant pleinement, hein, pas avec l'iPhone dans la main. Oui, hein, attends, j'ai un message important. Et en l'écoutant vraiment, c'est-à-dire l'homme a besoin d'être concentré et même d'avoir un contact visuel, ça aide. Donc l'attention a besoin d'être entière et puis c'est comme ça que la femme va se sentir aimée complètement et qu'elle va se sentir aussi précieuse aux yeux de son mari. Et ça, c'est pas facile pour le mari d'écouter sa femme jusqu'au bout parce que si on veut, on a besoin des fois de beaucoup parler et c'est pas toujours évident, mais franchement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je sais que lundi, on a passé un peu plus de temps à bien parler et c'est vrai que je me sentais bien, je me sentais écoutée et puis voilà quoi, c'est bien. Ça a porté ses fruits. Non mais c'était pas conscient, vous voyez ce que je veux dire, mais naturellement, ça se fait naturellement les choses après. C'est pas compliqué en fin de compte, hein. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Des fois, les hommes ils disent que les femmes sont compliquées, mais non. C'est ça, écoutez. Il n'y a pas besoin de tout comprendre. Écoutez. Oui, c'est ça, et en fait, on ne cherche pas forcément des réponses à nos questions, en fait, on ne veut pas forcément des solutions. Et les hommes, ils sont là, oui, mais si je l'écoute, je dois donner des solutions et lui, il va conseiller. Non, juste écouter, et voilà. Et ça, c'est difficile pour l'homme de ne pas donner des solutions. Mais voilà. Donc, alors pour ce faire, c'est bien de planifier des moments, et nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire, de planifier des moments chaque semaine, prévoir des périodes de discussion, même plus longues, pour que chacun puisse être à l'aise, prendre confiance, et ne pas être sur la défensive, parce que quand on manque de temps, on veut vite parler, vite, et vous voyez ce que je veux dire, et on peut vite se mettre sur la défensive, alors on a besoin d'avoir vraiment du temps pour échanger de façon librement. Et en fait, ces moments passés ensemble tournent la clé dans la serrure et ouvrent la porte aux émotions de l'amour au sens large. Je vais répéter si vous voulez. Ça va être la phrase de transition pour le dernier sujet. Donc, avant de passer au dernier sujet, la communication, ça répond à nos 3 besoins fondamentaux de reconnaissance, d'être écouté, d'être accepté. Voilà, on a chacun besoin d'être reconnu,
d'être écouté dans nos peurs, nos désirs, nos souffrances, et puis d'être accepté, et puis d'avoir cette place unique, de l'unique, quoi, Salut. Ça, c'était la pause. Oui, par rapport au fait d'être acceptée, oui, la femme a besoin de se sentir acceptée, surtout quand elle n'arrive pas à s'accepter elle-même. Parce que les femmes manquent plus facilement de confiance que les hommes. Et alors, voilà. Et donc, elles ont besoin de ressentir que l'homme les accepte telle qu'elle est. Vous voyez. Ouais, donc en fait, dans la demande sous-jacente dans la communication, c'est toujours la même chose. C'est l'attente d'être aimé de l'autre et de recevoir une part de son affection, de son attachement. En fait, ce qu'on demande dans la communication à l'autre, c'est d'avoir un comportement qui dise je t'aime. Dire je t'aime, ça suffit pas, mais dans le comportement, dans le fait de s'écouter l'un l'autre, etc., finalement, ce qu'on dit entre les lignes, c'est je t'aime. Et en fait, on a chacun la même attente. Et on exprime de la manière différente, mais cette attente qu'on a, c'est d'être aimé. Et c'est vraiment en passant du temps, en communiquant ensemble, que l'amour peut circuler, en fait. L'amour ne peut pas circuler si on ne passe pas ce temps dans la communication. La communication, c'est vraiment le sang, ça équivaut au sang dans le corps, vous voyez. C'est... Voilà. Merci. Alors, pour transition au dernier sujet, il y a trois choses, ce qu'on va appeler des forces centrifuges, c'est avoir des buts communs, des passions communes, avoir des valeurs communes, des idéaux, ça c'est important, et puis un amour amoureux, la vie romantique. Donc, passons à la vie romantique, et pour finir, la sexualité. Alors, quelques phrases qui vont un petit peu nous secouer peut-être, mais laissons-nous secouer. L'amour sexuel ne peut exister qu'à travers du désir de l'autre. Mon désir seul ne fait pas l'amour. Comme le désir ne peut pas se commander, je suis en situation totale de dépendance de l'autre. Donc, dans le couple, le plaisir et le désir représentent, notre prof, il appelle ça l'élan vital. Waouh! Alors, je vais vous le décrire, c'est simple. Moi, quand ma vie sexuelle va pas bien, je suis au fond de la cave, je suis déprimé, c'est un dépressif ambulant. Et j'ai plus qu'à monter sur la montagne, prier et être consolé par Dieu. Enfin, on n'est pas bien, quoi. Quand la vie sexuelle va bien, eh ben, on a la patate. J'ai la patate. On va déplacer les montagnes. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Hein. J'ai plusieurs bouquins pour les voir tout à l'heure sur l'amour est une drogue douce, etc. Tout ce qui se passe dans le cerveau, les hormones, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a une vraie dynamique, en fait, une vraie patate. Et donc, quand la vie sexuelle dans le couple, ça va pas bien, ça nous tire vers le bas. Et c'est dans la sexualité que se trouve le plus fort désir. Deux passages dans la Bible qui en parlent. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, pas juste au début dans la phase fusionnelle, pendant toute la durée de ta vie. Et puis en Corinthiens, Paul il dit aux chrétiens, aux mariés, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, pour la prière, etc. Mais il y a vraiment ce principe dans la Bible d'être fusionnel tout au long de la vie, de jouir de la vie avec la femme que Dieu, ou le mari que Dieu nous a donné. Donc, la sexualité, c'est un besoin, et ça ne l'est pas. Alors, un peu compliqué, dans le sens où on a besoin de reconnaissance psychologique, affective et d'acceptation, mais ce n'est pas suffisant pour le faire vivre, c'est aussi un désir. Et ce n'est pas un besoin parce qu'on peut vivre sans sexualité, dans ce sens-là. Maintenant, dans le couple, la vie sexuelle est un besoin. Et je vous montrerai un livre peut-être tout à l'heure pour ceux qui veulent, qui s'intitule « L'amour est une drogue douce ». Et ça décrit un peu ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau du cerveau avec les hormones, etc.
comment on devient addict en fait à la sexualité dans le couple. Et c'est normal, parce que c'est aussi apaisant, ça apporte plein de bonnes choses en fait. Mais du coup, quand on est privé de sexualité dans le couple, ça peut nous rendre vraiment mal à l'intérieur. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais on pourra le faire une fois. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de continuer avec l'autre? Le plaisir. On a besoin d'avoir du plaisir dans le couple. Alors là, certains me disent, oh, non, c'est l'amour inconditionnel. Alors, oui, on peut rester conjoint toute notre vie juste par l'amour inconditionnel, par agapé, très bien, super. Mais si ma femme me dit, en fait, je reste avec toi parce que je suis une bonne chrétienne, et j'ai décidé de t'aimer inconditionnellement, ce que ça va me faire ressentir, c'est, bah non, j'aimerais, enfin, c'est juste pour ça. Si elle me dit, non, je reste avec toi parce que j'ai du plaisir d'être avec toi, tu me procures du plaisir, ah, bah là, ça va. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie de continuer ensemble? C'est le plaisir. On a besoin d'avoir du plaisir dans le couple. S'il n'y a pas de plaisir chez l'autre, je vais culpabiliser dans mon besoin. Et à un moment donné, si elle n'a pas de plaisir, moi je vais me sentir nul avec mon besoin. Je vais dire, ah mince, moi j'ai besoin de ça, mais non, ça va me tirer vers le bas. On peut tomber dans des addictions pour compenser, qui ne sont pas forcément bonnes. Et donc il est indispensable qu'il y ait du plaisir dans le couple. Et donc, on a les phases où ça va et ça va pas. Et tout ce que j'ai envie de transmettre ce matin, c'est battez-vous pour qu'il y ait du plaisir dans le couple. Allez voir tous les médecins qu'il faut, les sexologues qu'il faut, la sophrologie, les médecines chinoises, l'acupuncture, les ostéopathes, les sextoys, tout ce que vous voulez. Franchement, battez-vous, les maris, pour que vos femmes aient du plaisir, et les femmes pour que vos maris aient du plaisir. C'est ce qui va épanouir votre couple. Et il y a des solutions. Peut-être il faut quelques années pour trouver, mais il y a des solutions. Un truc qui m'a vraiment encouragé par mon prof de psycho, il m'a dit, après 45 ans, la sexualité, c'est vraiment top. Hein. Je me suis dit, waouh, génial, j'ai 50, et on est mariés depuis 25, et c'est vrai que voilà, notre sexualité est super, mais on a dû se battre, on a dû chercher parfois des solutions. Donc battons-nous pour qu'il y ait du plaisir dans le couple. Maintenant, la sexualité, c'est différent entre l'homme et la femme. Il est très difficile à une femme de comprendre la sexualité de l'homme et vice-versa. La femme est dans l'affectif, l'homme dans l'affectif, l'homme dans l'effectif. Pour l'homme, la relation sexuelle termine une séquence. Pour la femme, elle commence une séquence. Chez l'homme, le désir induit un passage à l'acte. Chez la femme, le désir est indépendant du besoin de passage à l'acte. Là, je vais un peu lire mes notes, désolée. En fait, il est impossible à une femme de comprendre la sexualité de l'homme. On a tendance à voir que le désir féminin et masculin est pareil, or il n'a rien à voir. Chez l'homme, le désir induit un passage à l'acte, c'est là où la femme peut se sentir chosifiée. Chez la femme, le désir est indépendant du besoin du passage à l'acte. On ne peut pas injecter du désir, on ne peut pas commander le désir chez l'autre. Plus on veut faire désirer l'autre, plus on le pousse à se refermer sur lui-même. Si l'homme pousse la femme à le désirer, cela produit l'effet inverse car la femme se sent chosifiée. Si le désir ne peut pas être commandé, ça veut dire qu'il obéit à une autre loi. Et en fait, en psycho, on dit que le désir se communique par l'inconscient de désir à désir. Et en fait, il se suggère, il s'éveille, il s'échange. Et c'est à travers le romantisme qu'on peut créer ce désir, en fait. Ça ne se commande pas. C'est vraiment par le romantisme. Donc, l'homme, en général, enfin, je ne sais pas en général, mais a tendance peut-être à s'intéresser à sa femme quelques heures avant un rapport sexuel. Et là, la femme, il y a des chances qu'elle se sente chosifiée. Et en fait, l'idéal, évidemment, c'est de s'intéresser à sa femme bien avant, même juste après le rapport sexuel d'avant, vous voyez ce que je veux dire, et d'avoir vraiment une tendresse gratuite
Parce que si la femme sent que c'est pas gratuit, ben, ça, au lieu que le désir s'enflamme, on va dire, ben, ça éteint le désir. Parce qu'on se dit, ouais, d'accord, j'ai compris. Bon, parce qu'on n'est pas bête quand même, hein. En fait, les femmes ont besoin d'être excitées autant émotionnellement que physiquement. Et cette excitation émotionnelle, elle ne peut pas se faire en 1 heure, juste avant, vous voyez. Elle se fait bien avant. Vous voyez, donc, non, même avant. Le jour d'avant. Non, donc, ça c'est important en fait. Et ça, et on a du mal à comprendre. Je comprends qu'un homme, il ne peut pas comprendre ça, parce que lui, le désir, ça vient comme ça, la femme. On est très différents. Mais voilà, il faut vraiment essayer de comprendre la psychologie de l'autre et se mettre à la place de l'autre. Et surtout là, à la place de la femme. Pour qu'il la prépare bien. Voilà. Il y a une autre femme qui a écrit un bouquin qui s'intitule L'intelligence érotique. Je vais le mettre là-bas aussi. Les prenez pas les bouquins, c'est juste pour les voir et vous prenez une photo et vous allez les acheter. On en a besoin. Mais ça développe tout ça, et quand on lit le Cantique des Cantiques, ça parle beaucoup de cette intelligence érotique en fait. Donc si vous êtes en panne de désir, etc., étudiez le Cantique des Cantiques ensemble, lisez ces bouquins, mais ça se travaille. Encore quelques petits points sur l'homme et la femme et la sexualité. Dans le cerveau, le désir sexuel de la femme allume les zones de la peur. Anxiété, argent, le toit qui s'écroule, les devoirs des enfants, est-ce qu'ils l'ont fait? Chez l'homme, c'est le contraire. Cela le déconnecte des zones de la peur, il ne voit plus aucun problème, même si le toit s'écroule. Donc, voilà, ils ont étudié ça avec les IRM et tout, hein. C'est du vrai, ça. Ça allume des zones différentes, en fait, la sexualité, et donc il faut le comprendre. Chez la femme, il y a ce fameux corps calleux qui relie les deux parties du cerveau. La femme peut faire plein de trucs en même temps, l'homme à peine une. Et puis l'hypothalamus, qui est responsable de l'activité sexuelle, est beaucoup plus gros chez l'homme que chez la femme. Et ça explique beaucoup de choses. Voilà. Mais déjà, ça aide de savoir ça. Alors, pour revenir sur les zones de la peur, etc. Alors, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, et qui nous a aidé en fait. Ce n'est que lorsque les zones de peur sont éteintes que la femme peut accéder au plaisir. Ouais, vous avez compris que c'est contraire pour l'homme. Hein. Donc, je pense que c'est important de laisser la femme régler ses problèmes avant de se coucher, discuter donc, avant de se coucher. Voilà, donc en ce qui me concerne, j'ai besoin de parler de tout et de rien, mais surtout de tout. Voilà. De tout ce qui me traverse l'esprit. Hein. Et puis, il se trouve certainement que ça doit être des choses qui me préoccupent, je suppose. J'en sais rien, mais si j'en parle, c'est que c'est là. Toutes mes peurs, en fait. Voilà. Et chez l'homme, c'est moins compliqué. Le désir allume les zones de sensation physique et éteint les zones d'émotion. C'est vraiment tout le contraire, c'est impressionnant. Et il ne comprend pas pourquoi. La femme, tout d'un coup, elle va se mettre à parler. Et puis il est là, mais attends, mais... Pourquoi tu me compares? On a quelque chose de plus important à faire, là. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec... Voilà, et je sais que ça nous arrivait bien souvent avant que moi j'avais plein de choses dont je voulais parler, et puis c'est bon, tu peux m'écouter, et puis ça arrivait des fois, ils me disent, bon Isabelle, voilà quoi, c'est pas le moment, on prendra ça plus tard, de ça plus tard. Et bien évidemment, devinez ce que ça fait. Ça fait que... Voilà, ça écroule tout quoi, alors que il aurait suffi peut-être de 3 minutes de plus, hein. C'est pas juste rechauffer le truc et ouais, alors voilà, donc s'il me dit que c'est pas le moment, évidemment ça peut faire sous le pied. Mais voilà, donc depuis qu'on sait que les autres machin, Thierry, il écoute. Et après, Donc
j'étais vraiment bête. Hein. Le dimanche soir, j'étais fatigué, je voulais regarder un film. Puis bon, bah, il se passait rien. Et puis j'ai compris un jour qu'il fallait pas regarder de film, mais écouter sa femme. Voilà le truc. Donc, mais bon, on apprend. Hein. Chez l'homme, le désir allume les zones de sensation physique et éteint les zones d'émotion. Bon, ça on l'a déjà vu un petit peu. Pour madame, bras, épaules, sexe. Pour monsieur, sexe, épaules, bras. Et ce passage est très, très intéressant en Corinthiens, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et le terme grec eunia veut dire l'attention affectueuse. Autrement dit que le mari rende à sa femme l'attention affectueuse qu'il lui doit et que la femme agisse de même. Oui. Alors, ce qu'une femme attend d'un conjoint est symbolisé dans l'ordre suivant. Bras, épaules, sexe. Alors, le bras, c'est le symbole du désir, du désir d'un soutien, de quelqu'un qui est fiable, présent, solide, c'est ça le bras. L'épaule, c'est le symbole qui représente le fait d'être écoutée, comprise, consolée, encouragée, etc. Le sexe, c'est le symbole du désir, de l'intimité, etc. Donc, pour monsieur, c'est parce qu'il obtient le sexe qu'il va faire le reste, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, il sera, s'il obtient le sexe, il y aura après le bras à l'épaule, et après, il va aller réparer tout ce qu'il faut réparer dans la maison. Non, mais l'ordre est inversé, donc ouais, donc le nous, comme c'est le prof de psycho, le nous n'est pas facile à construire car on est fondamentalement différents. C'est pour ça qu'on a besoin certainement de beaucoup communiquer. Et donc c'est un cercle vertueux, ou ça peut être un cercle vicieux. Si le mari dit non, je ne vais pas t'écouter, la femme va dire bah non, on ne veut pas de sexualité. Puis le mari dit bon, je vais encore t'écouter moi, et puis, ou alors non, je vais t'écouter mon amour, et puis ah bah voilà, moi je vais aussi, on va passer des bons moments intimes, ah bah j'ai encore plus envie. Vous rentrez dans un cercle vertueux et à cultiver sans cesse. On arrive à la fin, plus la communication est mauvaise, plus la problématique au niveau sexuel, car quand il y a des reproches, on ne peut pas être proche. Voilà, ça c'est dit. Il y a toujours des malentendus si on est sur le champ émotionnel. La sexualité fait partie du champ émotionnel, donc on doit mettre des mots sur les mots. L'une des choses qui entrave toujours la proximité émotionnelle est la critique. Et cela peut vraiment éteindre le désir. Mais une phrase de louange ou d'approbation fera des merveilles pour elle, notamment. Et oui. Et j'ai pensé ça m'a fait penser au verset en Proverbe, verset 28-29 du Proverbe 31, qui dit « Son mari se lève et lui donne des louanges. » 2 points. Et les louanges qu'il lui donne, c'est ça. Beaucoup de femmes ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Et quand le mari exprime toutes ces louanges, voilà, et même de façon plus spécifique, ça fait vraiment augmenter le désir chez la femme. Et ça, c'est important d'exprimer en fait des compliments, des louanges, des choses positives, car la critique peut vraiment nous atteindre et éteindre le désir. Oui, alors, un petit mot sur l'engagement pour finir. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. On a besoin d'engagement dans la sexualité. Il y a cette psychologue qui n'est pas chrétienne, qui a étudié, elle s'appelle Esther Perel, c'est son truc principal, elle a étudié la relation amoureuse depuis plus de 30 ans, et juste la conclusion vaut tout le livre. Voilà ce qu'elle écrit dans sa conclusion à propos de la relation amoureuse dans le couple, dans toutes les cultures, pas chrétiennes, etc. L'amour est un navire qui transporte à la fois de la sécurité et de l'aventure, et l'engagement offre un des plus grands luxes de la vie, le temps. Et puis elle dit, le mariage n'est pas la fin de leur histoire d'amour, mais le début. Ils savent qu'ils ont des années devant eux pour rendre leur lien plus profond. Ils voient leur relation comme quelque chose de vivant, en construction perpétuelle. Donc ça, c'est une psychologue qui a étudié ça en dehors du milieu chrétien, dans tous les couples, toutes les cultures, et elle a cette conclusion que l'engagement, il est essentiel pour la vie sexuelle harmonieuse dans le couple. Voilà. Donc, pour finir, en conclusion, moi je veux juste dire une chose par rapport à Dieu dans tout ça. Parce que la Bible présente Dieu comme amour. Dieu est amour.
voilà le petit triangle magique. Vous avez l'homme et la femme qui tombent amoureux. Voilà, ils sont dans la phase amoureuse, fusionnelle, tout ça, c'est top. Souvent, après, l'homme il va continuer son chemin tout droit et la femme tout droit là. Après, ça ne marche pas. Mais si l'homme il cherche Dieu et se connecte à Dieu et à son amour, et si la femme cherche Dieu et se connecte aussi à l'amour de Dieu, ce qui va se passer avec les années, à force de vouloir vraiment imiter l'amour de Dieu, eh ben, la relation va s'approfondir, se rapprocher, parce qu'on est connecté à l'amour de Dieu. Et ça vaut toute la psychologie, tous les diagrammes qu'on a pu voir. C'est vraiment chercher Dieu et son amour. On lit par exemple Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il y a beaucoup d'enseignements dans la Bible sur comment aimer sa femme. Et donc, quand on s'approche de cet exemple de Christ, eh ben, notre amour va grandir. Et c'est ce qui va faire que ça marche. Et on est un exemple vivant tous les deux, Isabelle et moi, devant vous. Si on n'était pas chrétiens, on ne serait pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Parce qu'au fond de nous, au fond de moi j'étais tout le contraire de tout ce qu'on vient de décrire là. Et j'ai beaucoup appris grâce à Dieu, grâce à son amour et c'est son exemple. Et puis un dernier verset que je trouve fabuleux, en 1 Corinthiens, qui décrit l'amour et qui dit, voilà, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et je pense que c'est la plus belle définition de l'amour que je peux trouver, et ça se trouve dans la Bible. Donc voilà, la relation de couple, c'est un jardin à cultiver. Peut-être vous êtes jeune et puis vous êtes dans cette phase-là de tomber amoureux et vous allez construire votre couple. Peut-être vous êtes un peu plus vieux et puis en fait, si on cultive bien ce jardin, on va tous finir un peu comme ça. Et ça me touche beaucoup parce que c'est comme ça que je veux finir avec ma femme. Et ce passage dit, enfin c'est une petite phrase qui dit, ce n'est pas un problème de veillir sous le regard de celui qui nous aime. Et ça c'est ce que je souhaite pour tous les couples, qu'on puisse vieillir comme ça, amoureux, et ensuite rejoindre Dieu qui est amour pour le restant de nos jours dans l'éternité. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et puis je crois qu'on a pu rien dire. Richard, tu voulais dire? Oui, quand même. Merci.